Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 195e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage et continue la tournée des combattants français qui seront à l'honneur de l'événement sport de combat de la rentrée le 2 septembre à Accor Arena de Paris, la deuxième édition de l'UFC Paris. Et cet épisode sera aujourd'hui consacré à notre God of War, notre guerrier, monsieur Benoît Saint-Denis. Avec moi cette semaine pour en parler, on a l'honneur de le retrouver. Il nous appelle depuis son Pays Basque où il est désormais installé et où il se prépare. Monsieur Benoît Saint-Denis, bonjour. Bonjour à tous. Tout va bien ? Un plaisir d'être avec vous. Ouais, tout va bien. Les voyants sont au vert avant le 2 septembre ? Et oui, tout se passe bien. On va parler de tout ça. Et avec moi, j'ai aussi le plaisir d'accueillir, ça y est, il a son rond de serviette, il est installé, le patron de la Gracie Bar à Paris, que vous avez pu découvrir en commentaire du KSW et de l'UFC le week-end dernier sur RMC Sport. Monsieur Julien Casier, bonjour. Bonjour à tous, salut Alex, salut Benoît. Écoutez, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de voix ce matin, j'espère que vous allez quand même réussir à m'entendre. Mais c'est pas à cause des commentaires, je tiens à le préciser. On ne va rien cacher à nos auditeurs, tu as accompagné l'équipe de France de grappling en Pologne ces derniers jours. Je coach maintenant les U17 et les U20 et donc on revient de Pologne, ils ont combattu pendant 3 jours. Il nous a fait une nuit blanche et il est arrivé directement en studio, monsieur Julien Casier. Il sort d'une grosse victoire sur Ismaël Bonfim début juillet, mais il est déjà de retour au charbon, et ça lui ressemble bien. Après avoir été à jamais le premier Français à combattre sur son sol pour la plus grande organisation de MMA au monde l'an dernier, Benoît Saint-Denis est de retour à l'UFC Paris le 2 septembre prochain pour un choc face à Thiago Moïse, qui doit le mener au top 15 de la catégorie des légers en cas de victoire. Le tout en gérant sa nouvelle paternité. Guerrier dans l'âme, le God of War tricolore est prêt à relever le défi et à ouvrir la porte qui mène au sommet de sa catégorie. Comment aborde-t-il ce rendez-vous ultra important ? Le RMC Fighter Club reçoit Benoît Saint-Denis avant son combat contre Thiago Moïse à l'UFC Paris. Alors Benoît, avant qu'on attaque la deuxième édition de l'UFC Paris, j'avais quand même envie de te réentendre. On est quasiment un an jour pour jour, je le disais dans l'intro. Tu seras à jamais le premier qui a combattu en France pour l'UFC. C'était le 3 septembre dernier. C'est quoi tes souvenirs ? On se rappelle de la façon dont tu avais enflammé la salle. Nous, tu nous en avais parlé juste après l'événement, les frissons que tu avais eus, notamment en allant vers la cage, la réception du public. Quel souvenir tu gardes de cette soirée inoubliable, Benoît ? Ouais, beaucoup d'enthousiasme de la part du public français. Donc un moment unique. C'était un petit peu comme je le disais, c'était un petit peu l'officialisation de l'autorisation et puis de l'adoubement de ce sport qu'est le MMA en France, quoi. On dit voilà, ça y est, c'est parti. Maintenant, c'est dans le paysage français, quoi. Moi, j'ai aucun doute que l'ambiance va être énorme une nouvelle fois pour la deuxième édition, mais je pense que le premier aura toujours un petit truc en plus, parce qu'on l'attendait depuis tellement d'années, le public était tellement sevré du UFC et de la légalisation qui est arrivée qu'en 2020 en France. Je pense qu'il y avait une atmosphère partie. Tu penses que ce sera unique, que ce sera un moment que vous revivrez jamais, parce qu'il n'y a qu'une seule première en fait. Et sans te couper, moi j'aimerais juste savoir, parce que je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais tu te sentais porté de cette mission justement, d'être le premier, de pouvoir ouvrir le chemin sur ce premier événement ? Non, j'étais honoré de faire partie, comme je disais, surtout des premiers Français, pas forcément d'être le premier, mais de faire partie des Français qui faisaient partie de cette organisation, notamment avec, Manon n'avait pas eu l'occasion de le faire, mais notamment avec Cyril et Nassour, on était déjà des mecs signés avant cet événement, donc de représenter, de venir combattre pour l'UFC en France. Tous les trois, c'était sympa. Je trouve que c'était sympa. C'était un petit peu ça montrait aussi que l'UFC, qui avait déjà misé sur nous bien avant l'UFC Paris, avait aussi un intérêt à venir en France parce qu'il y avait déjà des combattants pour qui elle avait un œil et qui portaient un intérêt à ses yeux sportivement parlant. J'en profite, Benoît, parce que je rebondis. Tu as cité Manon Fiorot qui sera cette fois à l'UFC Paris contre Rose Namajunas. C'est marrant, mais vous êtes les 3 derniers combats de la carte avec Manon et Cyril Gane contre Sergei Spivak. Les 3 combats seront d'ailleurs dispo en clair et en gratuit sur la TNT, sur RMC Découverte. C'est ce qu'on vous propose. Il manque que Nassourdine pour avoir le quatuor des Français les mieux classés à l'UFC et ceux qui sont le plus proches de réaliser le Graal, d'aller chercher la ceinture. C'est un plaisir pour toi en plus d'être avec Cyril, avec Manon et avec tous tes partenaires qui visaient tous ensemble le Graal. Ouais, et puis pour revenir sur ta question précédente, je pense que le prochain step, le prochain moment qui sera de nouveau unique
vraiment, je pense, aux yeux du public français et pour un athlète, ça sera une défense de titre en France. Je pense que le premier Français à défendre sa ceinture en France, lorsque ça arrivera, bien sûr, je pense qu'il aura ce supplément d'âme qu'on a pu connaître au premier UFC Paris. Ah, Donc oui, bien sûr, c'est un privilège et on va tout faire. Je pense qu'avec Nassour et Cyril, on a un petit peu de retard par rapport à Manon, mais on va tout faire pour essayer de rattraper ce retard et puis de pouvoir vivre ça. Ouais. C'était ma question, justement. J'allais te demander si tu avais déjà, toi, à t'engager un peu sur qui serait le prochain champion UFC français, mais je crois comprendre à travers ce que tu viens de nous dire que tu penses que ça sera Manon. On est tous assez d'accord avec ça, hein, mais quel est ton avis là-dessus ? Qui aura sa chance de combat mondial. Après, attention, hein, Rose, elle n'est pas sous-estimée. Je pense qu'il y aura une différence de poids parce que chez les femmes, 5 kilos, il ne faut pas oublier que c'est 5 kilos d'écart. Hein. C'est une grosse catégorie. Enfin, chez les femmes, 5 kilos, c'est beaucoup. C'est comme chez les hommes, 7 kilos. C'est pas la différence 66-70 ou 62-66. Là, c'est un peu comme le même genre de gap qu'on a entre 70-77. Il y a vraiment une différence, je pense, entre une femme de 52 et 57. Surtout que Manon, c'est une grosse 57. Donc, je pense qu'elle aura un avantage, surtout sur 3 rounds. Et qu'elle aura l'occasion de briller à Paris. Et après, par contre, il y aura une cliente encore plus importante derrière. Voilà, en cas de victoire, ça va être... ouais. En tout cas, oui, c'est elle qui est clairement le plus proche. Je pense que stylistiquement parlant, ce combat, c'est un bon combat pour elle, même si ça va pas être un combat facile. Il peut y avoir des pièges. Et que derrière, je pense qu'elle aura sa chance pour la ceinture mondiale. Donc, moi, je souhaite que ça soit la première à ramener cette ceinture. Ce serait mérité. Et puis, ouais, on attend ça. Il va falloir performer à Paris, mais c'est une possibilité, ouais, clairement. Et on vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un film sur la chaîne YouTube de RMC Sport qui vous raconte l'histoire de Manon Fiorot. Il est titré Le combat de sa vie. Allez-y, il est superbe. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore vu. Et moi, je soulignais ça, Benoît, parce que je le dis, entre les potentielles blessures, les gestions de carrière, les gestions de match-up qu'on vous propose, je pense que ce sera rare d'avoir... je disais, on a 3 de nos 4 mieux placés qui sont à l'UFC Paris là. Ce sera peut-être rare d'avoir ça, d'avoir Cyril, Manon, Benoît ensemble sur la carte. Donc profitez-en, le public français, parce que c'est cool. Je le disais, tu affrontes Thiago Moises. Alors on va revenir sur ce combat plus spécifiquement. Mais déjà, question un peu plus triviale, Benoît, mais t'en as pas marre des Brésiliens ? C'est le 4e en 5 combats à l'UFC. T'as pas envie de changer ? Les Brésiliens, ça représente, je crois, plus de 30% du roster. Donc, en fait, je peux devenir champion en 70 kilos en affrontant que des Brésiliens. C'est vrai. Tu sais, si derrière, tu prends Moicano, derrière, tu prends Dos Anjos et derrière, tu prends Oliveira qui bat Makhachev, admettons. Hein, c'est vrai. Tu peux devenir champion en affrontant que des Brésiliens. Donc, les Brésiliens, ça reste quand même une des nations fortes de ce sport. Même s'ils sont un peu en dents de scie ces dernières années. Ils ont eu vraiment une période très très forte, je pense, dans les années 2010, mais ils ont encore quand même largement la ressource et ça reste une très grande nation du MMA mondial. Ouais. On le voit même récemment au Dana White Contender Series, l'émission qui offre des contrats nouveaux. Je crois que plus de la moitié de cette année des concurrences sont brésiliens. Ouais, on a 50%. Donc c'est en effet un énorme pays de MMA. Puis Benoît, au moins quand tu auras la ceinture UFC, tu pourras dire je suis champion du monde et champion du Brésil, parce que j'aurais battu tous les Brésiliens sur ma route. Mais comme tu disais, c'est vrai qu'on peut être champion à l'UFC en battant que des Brésiliens finalement. Il y a aussi un événement pour toi dans ta vie privée, avant qu'on rentre dans le combat en lui-même, c'est que tu as été jeune papa. Hein, on trahit pas de secret, tu nous l'avais expliqué dans le film RMC Sport consacré à toi avant le combat contre Bonfim. Comment ça se gère cette nouvelle paternité ? Tu vois, on sait que les nuits sont parfois difficiles pour les jeunes papas. Est-ce que ça t'a perturbé dans la prépa ? Comment tu gères ça ? Ou est-ce que tu te soutiens ? T'es vraiment beaucoup soutenu par ta femme. On sait qu'elle te soutient beaucoup dans ta carrière. Ouais, clairement. Alors clairement, ça aurait été compliqué de faire une bonne prépa sans le sommeil adéquat. Donc ouais, ma femme m'a... le premier sacrifice qu'elle a fait pour ce camp, c'est de ma femme Alette. Et donc, du coup, elle s'est occupée de la petite pendant les nuits. On s'en occupe ensemble pendant la journée, mais c'est elle qui passe la majorité de son temps avec elle la nuit. Donc, clairement, ça me permet d'avoir un sommeil concret et donc de pouvoir être assez performant à l'entraînement pour bien préparer ce combat. Ouais. Julien, je sais que c'est quelque chose que tu connais, donc la paternité pour un athlète, c'est parfois difficile le début à gérer. Enfin, il faut être soutenu à côté, comme le dit Benoît. C'est là que j'allais en venir. En fait, il faut être hyper soutenu parce que moi, je me souviens que tout ça sans ma femme, ça aurait été impossible. C'est malheureusement, elles font. En fait, je pense qu'il faut vraiment le souligner, le mettre en avant. Elles font énormément de sacrifices pour nous, en fait, sur ces moments-là.
Et finalement, les vraies championnes à l'arrivée, c'est elles, parce que je peux vous assurer que se lever constamment et tout ça, moi, elles ont tout mon respect pour ça. Et bravo. Et au-delà d'ailleurs de cette petite fille, mais on sait que la femme de Benoît le soutient à plein de niveaux dans sa carrière, et un coucou et un coup de chapeau à elle, bien entendu. Benoît, c'est le plus gros combat de ta carrière, on rappelle rapidement, mais Thiago Moises, c'est 4 seules défaites à l'UFC, c'est aussi simple pour résumer le personnage, c'est Joël Alvarez, Islam Makhachev, l'actuel champion dans ta catégorie des moins de 70 kilos, Damir Ismagulov et Beneil Dariush, qui était aussi pas loin du titre. C'est un gros nom qui a perdu que contre des gros noms. C'est le plus gros combat de ta carrière pour l'instant, Benoît? On entend souvent ça. Ouais, c'est difficile. C'est une question de journaliste, je sais. Non, clairement non. Je pense que c'est tous les combats sont les plus importants de ta carrière. Il faut prendre combat après combat et il faut être le plus performant possible à chaque combat. Il n'y a aucun combat que tu veux perdre. Je dirais que le combat où on a pris le plus de risques dans ma carrière, c'est quand on a pris le numéro 12 des 77 en short notice, qui était Eliseu Zaleski dos Santos, qui d'ailleurs va affronter, là, j'ai vu, après avoir battu le cousin de Khabib, là, il va affronter Fakhredinov qui a KO'té Kevin Lee juste avant mon combat là, à l'UFC Vegas. Donc comme c'était pas Makaté et que c'était un top 15, enfin un mec qui s'était clairement mieux classé que Moises dans les 77 et qui a KO'té d'ailleurs un potentiel champion des 84 kilos qui est Son Strickland. Lui, je pense que c'était vraiment le plus gros défi parce que c'était un gros risque. Après j'ai pas bon, on connaît les spécificités de ce combat qui devrait être aujourd'hui une victoire par disqualification ou un no contest. Mais peu importe, c'était un risque à prendre. Et Moises, c'est ma catégorie de poids. Donc je peux pas me cacher. Si tu veux devenir le meilleur mondial de ta catégorie de poids naturel, c'est-à-dire un poids avec un cutting sur lequel j'arrive à rebondir bien et à me sentir bien, parce que le cutting aujourd'hui, dans le top 15 mondial, c'est obligatoire. Sinon, donc quand tu rentres dans le top 15 mondial, les niveaux techniques commencent à se rapprocher. Donc, tu peux plus avoir une différence de physique trop importante. On l'a vu souvent, il y a eu des combats qui ont été compliqués pour certains combattants à cause de la différence de poids et du physique. Et donc, je peux pas me cacher, c'est le combat le plus important de ma carrière en 70 kilos. Voilà. Donc, et puis effectivement, c'est un client. Et je pense qu'on est tous les deux sur des belles victoires. Et le combattant qui sortira victorieux de ce combat pourra derrière obtenir un combat dans le top 5, top 10, top 15, je pense. Ouais, c'est là où je voulais t'amener juste après. On peut considérer que ce soit justement pour la marche vers le titre que tu souhaites et qu'on te souhaite tous, chaque marche est importante, donc c'est une marche importante, mais on peut vraiment le considérer comme un sérieux doorkeeper en fait pour toi, pour accéder au top 15 et avoir par la suite déjà un numéro à côté de ton nom, et derrière pouvoir avoir des combats hyper intéressants et rentrer vraiment dans ce cercle fermé. Ouais, clairement, c'est quelqu'un qui a été classé 12 aussi, je crois, ou 13 ou 14, je sais plus, quand il a affronté Makhachev. Et Alvarez, il était assez bien classé. D'ailleurs, je te coupe une seconde, mais Makhachev, donc il a pris le dos. Oui, je sais pas si on se souvient, mais il lui a pris le dos. Alors après, c'est pas une victoire, mais ça note quand même la qualité du combattant. Ouais, il a un gros sol, il a un bon grappling. C'est quelqu'un qui est même debout, il est assez technique. C'est plutôt un technicien. Je dirais que c'est un combattant qui est assez technique, qui combat à son rythme. Moi, je le qualifierais de combattant technique avec un gros physique. Voilà, c'est un petit peu sa spécificité, ce qui fait que un combattant comme Makhachev a un petit peu galéré, pas galéré vraiment, mais a mis du temps à le finir. Je dirais comparé à d'autres combattants comme Bobby Green, qui sont pas mal, qu'il a fini très rapidement, parce que c'est un mec qui a des armes un peu partout, c'est-à-dire que peu importe où tu veux le finir, il a quand même du répondant dans les différents domaines du MMA. Techniquement, je veux dire, il a des bases solides un peu partout, et il a un physique quand même qui est solide pour la catégorie de poids. Donc clairement, c'est un client. C'est un peu aujourd'hui, c'est un mec qui est entre le 10e et la 25e place de la catégorie depuis pas mal de temps. Donc c'est clairement quelqu'un c'est une victoire importante à obtenir. C'est la porte d'entrée en fait, pour ces grands noms et pour ce top 15. Et notamment, on se souvient après Bonfim, Benoît, t'avais demandé par exemple
que les combats qui t'intéresseraient pourraient être un Gamrot, un Fiziev, un Tsarukyan. En fait, on se disait, il y a une étape à passer en plus, c'est Thiago Moïse. Et une fois que Thiago Moïse est passé, et on croise les doigts et on croit en toi et en ta victoire, Benoît, là, ça devient totalement légitime, je pense, de réclamer ce genre de nom, et l'UFC commencera à y réfléchir très sérieusement pour toi, Benoît, c'est clair. Tu disais, moi, je considère quand même, c'est un combattant assez complet, Moïse. Moi, je considère, c'est mon avis en tout cas, qu'en striking, tu as un avantage quand même. Que debout, notamment par ton utilisation des middle, et on l'a vu contre Bonfim, au souvenir de Bonfim, qui doit encore avoir mal de la puissance de tes kicks et de la violence de tes kicks, Benoît, début juillet, à Vegas. J'ai l'impression qu'en boxe aussi, tu lui es supérieur, et que ça, un peu son seul chemin de victoire, c'est le sol. On rappelle, c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. On va en parler, Julien, on va ouvrir ce dossier sol. Comment tu vois ça, toi? Tu te dis comme moi que son chemin de victoire, c'est le sol, ou t'es plus méfiant que moi sur la partie striking? Alors, juste avant de te laisser répondre, Benoît, moi j'aurais juste quand même précisé un truc, c'est en effet, si on regarde ses statistiques, c'est clairement un combattant qui soumet plus qu'il ne KOte. Malgré tout, je pense que ça serait de sa part une erreur stratégique de mésestimer ton sol. On y reviendra un peu plus tard, mais aujourd'hui, je pense même pas en fait que tu aies quelque chose à lui envier au sol. Oui, non, tout à fait. Mais c'était pour... Ouais, bah en fait, effectivement, c'est un mec qui a un sol très basique, très classique, mais qui le fait très bien. C'est-à-dire que il a une bonne prise de dos, un bon triangle de corps, un bon étranglement arrière, une bonne clé de cheville dans l'axe, une bonne clé de bras et une bonne guillotine. Donc c'est un peu vraiment un sol. Comment dire, il a été champion du monde en ceinture bleue, et son sol reflète un peu ça, hein. Bien sûr qu'il a un niveau black belt, mais je veux dire, il est très fort dans les basiques, dans les soumissions de base. Au Brésil, on dit riz et et il a haricot. besoin de quoi? Au Brésil, c'est ce qu'ils appellent arroz et feijão, riz et haricot. Il a un jeu basique, simple et efficace. Ouais, exactement. Il a aussi les problématiques de ce jeu-là, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à imposer des positions, ou que l'adversaire a des solutions solides, assez basiques, qui restent en fait les plus simples à défendre, mais à la fois les plus durs, dans le sens où le basique, c'est ce que tu apprends à défendre depuis tes débuts en jiu-jitsu brésilien. Mais quand un mec le fait à très haut niveau, des fois, ça peut surprendre, parce que si tu n'as pas les sparring adéquats, etc., tu peux être surpris par la finesse et la puissance d'une guillotine, ou par la puissance... et la réactivité d'une attaque sur un bras isolé, etc. Donc ça reste, il reste dangereux. Je dirais que l'aspect où il est le plus dangereux, ça reste son sol, clairement. C'est intéressant parce on va ouvrir la partie seule, parce que quand j'entends Benoît en parler, on sent la passion qu'il a. On sent la passion, même dans les explications, je trouve, qu'il a pour ce jeu au sol. Et Benoît, c'est marrant parce que c'est un grappleur, c'est un excellent grappleur. 9 soumissions sur tes 11 victoires, on rappelle. On rappelle que tu es à 11-1 en carrière, mais que ce 1 dans la colonne des fêtes devrait être enlevé. T'en parlais tout à l'heure, c'était Éliseu, ton premier combat UFC, qui a été ensuite contrôlé positif au dopage, mais malheureusement, ce résultat n'a pas été transformé. Mais pour le grand public, notamment le nouveau public du MMA, dont on parle souvent ici, qui a découvert ces dernières années les images marquantes qui restent de Benoît souvent sont sa guerre contre Éliseu et le KO à l'UFC Paris, donc qui n'est pas forcément un KO de sol, enfin qui est pas forcément qui est pas une soumission. Pour nous raconter ton rapport au sol, Benoît, on sait que tu as commencé par là. Avant le MMA, tu as commencé par le grappling et le jiu-jitsu avec Christophe Savoca notamment, qui est toujours derrière toi. T'aimes ce sol? C'est vraiment la composante du MMA que t'aimes le plus, tu me dirais? D'ailleurs, moi je voudrais juste rebondir sur notre compère Antoine Simon, qui disait récemment, Benoît il est plus grappleur que striker. Et moi j'avais trouvé cette citation très belle, parce qu'en fait on se connaissait pas très bien avant Benoît, on a eu l'occasion de se voir récemment, et on rentrera dans le détail si tu veux après, mais moi j'avais trouvé vraiment, et je te l'avais dit quand on s'est croisés, je t'avais trouvé très technique. Et je me souviens ce que je t'avais dit exactement, c'est le floating pass en fait sur lequel tu étais rentré, c'est une position très technique. Je l'avais trouvé très propre en fait. Moi j'avais vraiment été impressionné par ça, et ta vision des choses et ta compréhension de la position. En fait, c'est simple. Quand je me suis lancé dans le MMA, déjà quand je me suis lancé dans le sol, mon objectif c'était de devenir le meilleur possible en sol, et de pouvoir soumettre n'importe qui.
Idem lorsque je me suis lancé après dans le MMA et dans les différentes composantes quand je lutte. En fait, je pense que ça serait une erreur de la part d'un combattant de MMA de s'isoler de se cantonner dans des domaines. Moi, quand je fais du sol, je veux pouvoir rivaliser avec un Gary Tonon, avec un des meilleurs de mon poids. Je veux être capable de rivaliser, voire de lui poser des problématiques. Quand je lutte, je veux être capable de lutter avec les meilleurs au monde, et quand je boxe, je veux être capable de boxer avec les meilleurs au monde. Et justement, j'ai l'occasion de le faire régulièrement. En pied-point, j'ai l'occasion de boxer avec Romain Falandri, Stéphane Susperigui, avec d'autres mecs très solides, des mecs qui sont des puristes dans leur discipline, qui sont très très bons dans leur discipline. Pas plus tard qu'hier, j'étais en sparring, j'avais Romain Falandri qui a fait 3 rounds avec Adesanya, qui pour moi s'est fait voler dans ce combat-là, parce qu'Adesanya représentait la Chine. C'est la fameuse histoire où Adesanya représentait la Chine. Aussi, pour ceux qui veulent regarder ce combat, Romain Falandri contre Adesanya, vous me direz qui c'est qui a gagné. Et j'ai l'occasion de faire des 3x3 avec lui, etc. Donc vraiment de m'améliorer en pied-point. Et le sol, j'avais un petit peu perdu ça parce qu'à Paris, vraiment Christophe, il a une approche pédagogique et qui me donne vraiment envie dans le sol et qui me fait vraiment progresser. Et là, de reconnecter avec lui à Bayonne, là, ça fait 4 mois que vraiment je sens que je reprogresse très fortement au sol. Chose que j'avais un petit peu. On vous sent très proche quand on vous voit vous entraîner tous les deux. Moi, je vous ai senti vraiment connecté. Il y a une vraie interaction pendant les entraînements et c'était à la fois assez touchant, mais aussi assez intéressant techniquement parce que on sent que vous parlez le même langage en fait quand vous parlez sol tous les deux. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, je reconnecte vraiment fortement avec mon sol et ça reste un de mes points forts. Et pareil, au sol, je sais que je suis capable de soumettre n'importe quel combattant 70-77, en MMA en tout cas. J'ai l'occasion de m'entraîner avec des grands noms du sol. Je m'entraînais régulièrement avec Thomas Loubersan, avec Anthony de Oliveira. Là, pendant ce camp, j'ai eu pas mal Isma, le coach d'Anthony Oliveira, et Anthony, qui sont des très bons grappleurs. Très opportuniste. Anthony, qui est à mon sens aujourd'hui, je pense, le meilleur grappleur français. Qui combat d'ailleurs à l'heure où on se parle tous les deux, et je crois qu'il doit être sur le tapis au même moment. C'est le seul français, je crois, avec Thomas, qui a un titre IBJJF européen, il me semble. Donc, et même, je crois que lui, c'était Lisbonne. Il me semble qu'il avait gagné en Nogi, Anto. Donc, il a fait plusieurs fois champion du monde, je crois, FFL là. Oui. C'est le championnat FFL là qu'il est en train de faire, c'est ça. Donc, je pense que de tous les grappleurs avec qui j'ai pu tourner en France, c'est clairement le meilleur grappleur. Après, il y a d'autres bons grappleurs. Il y a Thomas qui est assez physique. Dans le style opportuniste, il y a Abdul qui est assez opportuniste aussi. Il y a d'autres combattants qui sont assez solides en grappling. Mais Anthony, je le mettrais le plus complet. C'est-à-dire qu'Anthony, il est bon sur le dos, dessus. Il est bon un peu partout. Il connaît un peu le grappling moderne en plus du grappling MMA. Donc, c'était un bon sparring et j'ai vraiment apprécié m'entraîner avec lui pendant ce camp d'entraînement et le précédent. C'est ce que tu disais d'ailleurs récemment, c'est travailler avec intelligence pour savoir de qui t'entourer. Parce que j'avais une déclaration que j'avais notée de toi, tu parlais de maturité et d'évolution. Ah, c'est important. C'est important. C'est important. C'est justement ce genre de confrontation régulièrement avec parcimonie qui vont te faire progresser. Il y a eu aussi Mehmet que tu dois connaître qui est aussi dans l'équipe de France FFL en moins de 84 avec qui j'ai pu pas mal tourner. Qui est pas mal. En gros, j'ai tourné avec je pense honnêtement ce qui se fait de mieux en France en grappling et ce qui se fait de mieux, parmi ce qui se fait de mieux en pied-point et en grappling. La problématique maintenant, c'est la lutte. J'ai réussi à avoir Maxime François quand même pendant mon camp pour faire des ajustements. Ce qui est un peu plus dur à trouver, c'est ces fameux sparring des lutteurs d'un niveau, on va dire, européen. T'as même pas besoin d'un niveau européen quand t'es lutteur de MMA, mais d'un niveau, on va dire, national. C'est un peu plus dur à obtenir avec régularité, alors que des grappleurs de haut niveau et des mecs de pied-point de haut niveau, la connexion se fait un peu plus facilement parce qu'on en regorge peut-être un peu plus en France. Clairement, je dirais que les lutteurs, eux, sont vachement cantonnés à l'INSEP en France, les meilleurs lutteurs. Mais oui, clairement, j'ai le plaisir et le bonheur de pouvoir vraiment essayer de devenir la meilleure version de moi-même dans les disciplines
dissociés. Et puis après, je les associe avec Daniel. Et c'est là qu'on voit que le travail de Daniel est efficace. C'est quand tu commences à faire du grappling avec des frappes au sol, avec des petites liaisons en lutte. Bah, c'est là que je vais rouler sur des top grappleurs. Et inversement, en pied-point, quand il commence à avoir les saisies, les coudes, les genoux, les balayages, le dirty boxing, c'est là où je vais vraiment dominer des sparring de très haut niveau en pied-point. Donc il faut dissocier et associer régulièrement l'ensemble, et c'est ça qui va te rendre efficace et méchant dans tous les aspects du MMA. Et on rappelle, donc tu citais Daniel Warin, qui est ton coach, c'est avec lui que tu étais quand tu étais à Paris, spécialité striking au départ, mais qui est maintenant un coach de MMA global, donc qui aide à associer, comme tu disais, ces disciplines dissociées. Et pour revenir à ma question de tout à l'heure, mais donc tu l'aimes, ce sol? Tu dirais que c'est... Je pose souvent cette question, mais c'est quelque chose à quel tu te butes? Tu regardes beaucoup de vidéos, t'aimes apprendre dans le sol, tu vois, il y a cette notion de plaisir quand t'apprends? Bah justement, comme je disais là avec Christophe, avec Savoca, je me suis reconnecté au sol récemment. Je l'avais un petit peu délaissé. Alors pas complètement, hein, je continue à le travailler, mais je le travaillais plus assez en dissocié. Et parce que c'est vrai que quand tu as des grosses bases et qu'il n'y a plus personne qui te soumet dans les sparring de MMA, je parle, des fois tu peux avoir vite tendance à oublier que c'est une cartouche en plus à jouer et que tu peux toujours l'améliorer, progresser. Et Daniel dit souvent il faut être fort, être encore plus fort que tu ne l'es, surtout à l'approche des combats, dans tes points forts. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'être encore plus efficace là où tu l'es. Donc, c'est-à-dire que dès que le combat va aller dans le domaine que tu aimes, si tu es très très efficace dedans, c'est là que tu vas noyer l'adversaire. Et là, avec Christophe Savoca, je me suis reconnecté au sol, je le retravaille sérieusement depuis quelques mois. Et oui, j'ai toujours aimé le sol, toujours une passion En fait, j'ai une passion pour toutes les disciplines que compose le MMA. Hein. J'aime ça, en fait, j'aime le combat en général. Mais bien sûr, le sol, c'est ce que j'en fais depuis 2017 et c'est un peu ce qui m'a relancé dans les sports. C'est ce qui m'a remis en selle dans les sports de combat, ou même qui m'a vraiment mis en selle, et donc j'apprécie. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le voir, moi, s'il y a vraiment un combat de toi que moi j'ai vraiment apprécié, je m'étais noté d'ailleurs en repréparant l'émission que j'ai surkiffé ce que j'avais écrit, c'était ton combat au Brave en 2020. Le knee-bar, il était incroyable. Ouais, c'était un contre de la compression mollet. Que j'avais bossé. Ça c'est un exemple bête, mais je m'étais reconnecté, comme quoi ça paye. Je m'étais entraîné j'avais fait une dizaine de séances chez Paolo Jackson, avec Paolo, même peut-être un peu moins que ça, peut-être 5-6 séances. Et Paolo Jackson, c'est un gars qui est devenu champion du monde en 2013 adulte, avec son knee bar et tout hold. Qu'est-ce qu'il est lourd, Jackson. Il m'avait sorti à un Open de Paris en absolute en finale. Ouais. Qu'est-ce qu'il est lourd. Très bon, ouais. Très, 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 très bon combattant. Et une de ses spécialités avec laquelle il était devenu champion du monde, c'était son knee-bar et son two-hold. Et on a travaillé 2 séances dessus pour vraiment... et puis depuis, en fait, il me l'a tellement bien montré. Enfin, depuis... c'est rigolo, un mois après je l'ai sorti en combat, quoi. Donc on fait pas en fait, quand un mec est pédago et t'amène une technique avec intelligence et te la mettre en place, il faut peu de temps, en fait. Des fois il faut peu de temps. Si t'es intelligent, que t'es réactif et que tu commences après toi-même à la driller de temps en temps, pour pas la perdre totalement, parce que si tu travailles pas du tout une technique et que tu l'essayes en combat, t'as de fortes chances qu'elle passe pas. Mais si tu la drilles un petit peu, même si tu la maîtrises, on va dire, si tu la maîtrises correctement, avec la fatigue et tout, sur une opportunité, tu peux saisir cette opportunité. Et ça peut te sortir et moi j'ai eu cette fameuse knee-bar. C'est une knee-bar, la knee-bar des fois ça peut sauver des culs, quoi. On l'a vu par exemple avec le combat d'Abdoul, où Abdoul perdait son combat contre le Polonais, il a sorti cette knee-bar à la fin, là, qu'une knee-bar enroulée qui fait rarement un entraînement, mais qui doit faire de temps en temps, je pense. Et ça lui a permis de sauver son combat, quoi. Donc le travail technique reste quand même quelque chose à travailler régulièrement et qui permet
qui permet des fois de sortir son épingle du jeu. Ouais. Ouais, j'allais te citer cet exemple d'Abdul quand tu nous racontais ça. Rappelle-toi cette victoire sur Nibar, c'était au Brave en début 2020 contre Ivica Truskek. Donc allez voir le combat si vous l'avez jamais vu. Julien, on voulait en profiter puisque je pense que les auditeurs l'auront compris dans vos discussions. Tu as fait une journée de travail technique pendant ce camp pour Thiago Moïse à Bayonne avec Benoît. Qu'est-ce que tu peux nous dire puisqu'on est sur ce thème et c'est ce qu'on voulait aborder aujourd'hui avec Benoît, sur le sol de Benoît? Bon placement, bonne position, comment tu le définis? Qu'est-ce qui définit le sol de Benoît et pourquoi il est bon? En fait, j'ai noté plein de choses. J'ai noté déjà, tout à l'heure, on lui demandait si on a Benoît s'il l'aimait. La meilleure façon de le voir, c'est qu'en fait, moi, je l'ai vu en plus transmettre. Je l'ai vu corriger les autres, transmettre, et ça, si on n'aime pas le sol, on le fait pas. C'est-à-dire que on dit souvent que transmettre, c'est apprendre 2 fois, mais lui, il a vraiment cette envie, en fait, en plus de partager, et il est vraiment dans ce mood du partage. Et ça, j'ai trouvé ça, encore une fois, assez impressionnant. J'ai trouvé le placement en fait des hanches. On va pas rentrer dans la technique trop profonde parce qu'on va perdre tout le monde, mais j'ai trouvé le placement des hanches en fait hyper propre, très intelligent en fait. Et il pourrait être facile, notamment quand on parlait tout à l'heure du jiu-jitsu et de grappling riz et haricot. Il pourrait être facile de mettre du poids et d'appuyer, d'essayer de faire mal. Non, là j'ai trouvé un positionnement intelligent, des positions qui étaient respectées, propres, bien comprises. Et ça, c'est acteur, il parlait de Chris. Cette connexion en fait entre eux, elle lui permet vraiment de comprendre. Et derrière, on sent que les positions, elles sont pas juste répétées, elles sont comprises. Et pour ça que je disais qu'il avait... Moi, je pense pas aujourd'hui que le grappling de Benoît soit moins bon que celui de Thiago. Ouais. Bien au contraire. Thiago, il a un grappling qui est très basique. Et il est pas terrible sur le dos en plus. Alors que je pense que Benoît, aujourd'hui, il est capable de travailler sur une multitude de positions parce qu'il a cette compréhension des setups. T'aimes bien être sur ton dos, Benoît? C'est quelque chose qui te dérange pas aujourd'hui? Ouais, bah j'ai une soumission par clé de bras, je crois, lors de mon 3e ou 4e combat sur le dos. En fait, le dos, moi, je pense qu'il faut être très offensif sur le dos, un peu à la Oliveira, mais après, c'est pas une position préférentielle, hein, parce qu'en MMA, il y a les frappes en plus. Ouais. Et donc, tu peux être agressif, tu as les talonnades, tu as pas mal de choses. Après, tu as les triangles, tu as les omoplatas, tu as des transitions vers les jambes, mais ça reste quand même un jeu à utiliser avec parcimonie, mais ça peut surprendre, notamment des fois, tu as des lutteurs qui obtiennent un takedown, mais avec un gros degré de fatigue, qui vont tomber un peu, et si toi tu es très actif dans ta garde tout de suite, tu peux obtenir des fois des soumissions ou te relever facilement grâce à une transition, ou même renverser. Et quand quelqu'un vient de te mettre au sol et qui se fait renverser dans les 10 secondes qui suivent, après pour lui mentalement c'est compliqué parce qu'il a fait le gros du travail. Et il se retrouve, lui, sur le dos. Donc, non, le travail sur le dos, c'est important d'être performant sur le dos parce que on peut se retrouver, en fait, à un combat où des bons grappleurs peuvent se retrouver sur le dos. Et c'est là que les choses peuvent se compliquer si jamais il te manque quelques armes techniques. Encore une fois, c'est un exemple parce que c'est un très bon grappleur français dans le MMA. Abdul, il est très très performant au-dessus. En dessous, on a vu avec Aracic que c'était plus compliqué. Mais ça lui a permis de gagner du temps, etc. Mais on voit que en fait, sur le dos, si tu veux te relever, savoir te relever rapidement, soumettre, renverser rapidement, c'est aussi un autre travail. C'est un autre travail et c'est un travail qui mérite quand même d'être fait régulièrement parce que tu peux te retrouver sur le dos en MMA, hein. Tu peux glisser, tu peux être le meilleur lutteur et sur un kick te faire saisir, te faire balayer, te faire renverser ou emporter sur un takedown, etc. Donc c'est important d'être performant quand même. En fait, dans le MMA, si tu es performant dans toutes les positions, c'est difficile de t'inquiéter après. C'est passionnant d'écouter Benoît parce qu'on sent qu'il est passionné. Non, il est très intéressant à parler. Moi, on se connaissait pas très bien encore une fois avant qu'on se soit croisés. Et puis moi, j'ai pas voulu arriver comme ça en le bombardant de questions à ce moment-là. Mais je l'ai beaucoup écouté et j'étais vraiment hyper intéressé par sa vision des choses et sa façon d'exprimer les choses. Et encore une fois, c'est pour le coup, il a gagné encore plus de respect de mon côté grâce à ça. Julien disait, Benoît, que pour lui, il considérait que de ce qu'il avait vu, ton grappling n'était pas forcément inférieur à celui de Thiago Moïse. Je suis assez d'accord avec lui. Pour le coup, c'est quand on te dit que tu es face à une black belt comme lui, même si tout à l'heure tu mettais les nuances et qui étaient importantes, mais t'as envie de ça? T'as envie qu'ils viennent te chasser, parce qu'on sait que tes adversaires, ils n'ont pas toujours tendance à venir te chasser parce qu'ils savent ce qui peut arriver une fois au sol. Mais t'as envie qu'ils viennent te chasser pour lui montrer que mon coco, je vais te montrer c'est quoi mon grappling à moi?
Écoute, moi, ce que j'ai envie, c'est surtout de faire mon combat. Ça va être un combat, je pense, très engagé et puis d'aller chercher la victoire avec les outils dont on dispose, hein. Donc, je pense que c'est un combat que vous allez apprécier, que ça va être. Je vais pas vous donner la stratégie, mais ouais, ça va être un combat engagé, ça c'est sûr. Bah, on sait que tu as quand même quelqu'un qui est très fort en stratégie dans ton staff, en l'occurrence Daniel. On sait que toi, tu es tellement complet que pour le coup, tu peux aborder ce sujet sur plein de formes différentes. Donc oui, je t'avoue que moi, c'est un combat que j'attends avec impatience. Parce que... Ouais, en plus, je pense que ça va être un combat spectaculaire parce que on connaît l'agressivité aussi de Benoît qu'il a montré encore contre Bonfim. Et Thiago Moises, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que il n'est pas très à l'aise quand on le met sous pression. Donc, il a tendance sur ses derniers combats à essayer de mettre lui-même la pression pour s'enlever ça. Donc, s'il y a ce clash de pression des deux, ça pourrait donner un combat assez agressif et sans doute à l'avantage de Benoît. Ça peut être très divertissant. Comment tu le vois, toi, ce combat, Julien ? Non, moi je le vois en effet sur un Thiago qui va vouloir attaquer vite et fort parce qu'il sait très bien que de toute façon il aura aucune chance sur le long terme. Donc forcément il va donner beaucoup d'opportunités et en l'occurrence face à un combattant qui est aussi complet, s'il a le malheur de mésestimer une des dimensions de Benoît, que ce soit contre la cage, sur la cage, debout ou au sol, il est foutu. Il est foutu et ça peut vite se transformer en un combat divertissant pour Benoît et pour nous. Et Benoît, si jamais ça va au sol, tu dirais que celui qui aura la top position, ce sera décisif ? Celui qui arrivera à prendre la top des positions ? Non, pas forcément. Après, plus les niveaux sont égaux en grappling, plus dans le MMA, c'est important d'être dessus. Ça, c'est sûr. Après, c'est pas une fatalité, hein. Comme je le disais, c'est pas une fatalité. Si tu l'as bien travaillé, tu peux rebondir de ces positions-là rapidement. Et il faut pas l'enterrer trop vite. Moi, je suis vraiment concentré sur lui. Je sais que c'est un bon combattant, donc je suis concentré et focus. Mais oui, ça sera un combat engagé. Et il est possible qu'il y ait des phases un petit peu de toutes les composantes du MMA. Ça paraît être possible parce que quand tu as des combattants qui ont des armes dans plusieurs domaines, s'ils commencent à être dominés dans un domaine, ils vont forcément aller chercher un autre domaine pour tester, pour voir si la solution se trouve ailleurs. Donc je pense qu'il aura cette intelligence-là, et je l'aurai aussi, hein, si c'est nécessaire, hein. On est à l'abri de rien. Donc l'avantage, c'est que c'est un combat où je pense que les deux, on a des armes techniques un petit peu dans tous les domaines. Donc ça va être intéressant, on va voir qui va vouloir amener le combat où et à quel moment et voir voilà, ce que ça va donner. Je pense que la clé de son côté, ça serait de pourrir le combat. S'il est assez intelligent justement pour pas être cherché en striking ou au sol, ça serait vraiment de pourrir et d'essayer d'amener le combat à la décision en jouant vraiment le plus possible sur les frappes et en minimisant le plus possible l'impact de ton jeu. Ouais, c'est une possibilité pour lui. Effectivement, c'est un combattant qui, quand il ne gagne pas par soumission, gagne à la décision. Donc, ça peut faire partie des stratégies qu'il peut employer, hein, bien sûr, avec l'expérience. Bien sûr. C'est quelque chose qui, pour nos auditeurs, hein, on le rappelle, qui n'existe pas pour le coup pour Benoît Saint-Denis. 11 victoires, 11 finishes. On est garanti que ça ne va pour l'instant, en tout cas pas au bout avec Benoît. Moi, ce que j'avais noté aussi en point technique sur ce combat, c'est que je pense que Benoît peut aussi avoir un avantage sur les phases de lutte. La lutte de Thiago, ouais, elle est pas si efficace, et sur la lutte comme le chain wrestling, comme la lutte en chaîne, je pense que Benoît peut avoir un avantage sur ces phases-là aussi. Il y a deux choses. Alors après, Benoît est plus grand. Attention contre la cage. Attention contre la cage. Je dirais que contre la cage, c'est son point fort en lutte. C'est là où il a rivalisé avec Makhachev pendant pas mal de temps, et c'est de là qu'il a mis son double leg. Parce que c'est un gars qui est petit, trapu, exactement, il est beaucoup plus petit, très costaud sur le haut du corps. Donc je pense qu'il a une bonne gréco contre la cage. Et donc ça, c'est à pas sous-estimer. Mais d'ailleurs, la plupart des jiu-jitsukas sont forts d'ailleurs contre la cage. Et souvent, de loin, ils ont plus de difficultés parce qu'il faut faire des bonnes entrées. Et là, c'est vraiment spécifique à la lutte. Donc, on va voir. Mais oui, c'est clairement... Vous allez voir un peu de tout, je pense, dans ce combat. Ça va être intéressant. C'est bien, on va s'amuser, je pense. Et dernière question sur le sol, parce que je voulais, pour clôturer un peu ce chapitre-là, comme tu nous l'as dit, tu as commencé par ça avant le MMA, ça t'a renoué ton fil avec les sports de combat. Tu le dis, dès que tu reviens avec Christophe Savoca du côté de Bayonne, il y a ce plaisir qui revient tout de suite. Une fois que tu auras fini ta carrière à l'UFC, que tu auras pris la ceinture, qu'on aura régalé Benoît, ça te dirait des compètes de grappling, par exemple ? C'est quelque chose qui peut t'intéresser ? Déjà là, ça me donne envie de reprendre, hein. Je pense que je vais reprendre
durant la carrière, mais léger, hein, avec parcimonie, parce que ça reste quand même 2 sports très différents. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant, pour se faire de l'expérience et pour travailler. Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, on va voir. Techniquement, hors cutting, t'es à quoi, 80, 82? Ouais, autour de 80 kilos. Ouais, chez moi, c'est varie, parfait. donc, ouais. Tu seras chez moi, c'est très très bien, viens. Et Julien, toi Et qui l'as oui. vu à l'œuvre, il donnerait quoi en comp? Tu penses qu'il aurait un très bon niveau, Benoît? Oui, je pense que Ouais. honnêtement sur les tournois ici, il n'aurait pas à rougir avec le top mondial. Après, on parlait tout à l'heure d'Abdoul, on parlait aussi d'autres combattants de cette catégorie. Voilà, il faudrait un peu plus d'expérience et d'avancer dessus, mais je pense qu'il a largement de quoi s'amuser dans la catégorie, oui. On va conclure, Benoît. Merci beaucoup pour ton temps une nouvelle fois. C'était passionnant de parler de tout ça avec toi. Sans nous dévoiler ton plan une nouvelle fois, mais comment tu vois le combat se finir? Si tu avais un petit pronostic à donner sur ton propre combat. J'aime pas donner les pronostics. Je sais, et m'avancer, je vous me t'embête. connaissez, hein. Je Vous t'embête. connaissez, j'aime avancer combat par combat. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que ça va être une guerre, parce que c'est le style de combat que j'aime mener. Donc ça va être un des combats ça va être un combat engagé, ça va être la guerre, et voilà. Pour le temps que ça durera, ça va être un combat très engagé. Ouais. Julien, je voulais te donner la parole une dernière fois aussi avant de conclure. Moi, j'avais une question parce que tu en parles souvent en fait, au niveau de tes interviews, parce que tu parles d'exemples que tu as dans la catégorie, de personnes que tu aurais aimé rencontrer. Moi, je sais pas si tu le sais, mais je suis assez proche de Rafael dos Anjos et tu le cites souvent en fait. Et j'aimerais juste avoir ton avis sur lui. Est-ce que pour toi, c'est une carrière que tu aimerais suivre ou c'est un combattant que tu suis? Ouais. En fait, moi, ce que j'aime chez Dos Anjos, et la raison pour laquelle j'aurais aimé l'affronter en 70, c'est c'est un mec qui accepte tous les combats. Et pour moi, c'est l'exemple du combattant. C'est-à-dire qu'on s'en fout en fait, il va se chercher de ses challenges, peu importe le résultat. C'est-à-dire que c'est un mec, je pense que c'est le mec qui a affronté les meilleurs palmarès de ces dernières années. Le gars, il devait affronter Conor, il a affronté Khabib, il a affronté Leon Edwards, Colby Covington, il a affronté Kamaru Usman, enfin je veux dire que ce soit en 70 ou en 77, je pense qu'il a affronté le top 5 des 2 catégories de poids pendant 15 ans, pendant 10-15 ans, et il est devenu champion aussi. Donc On c'est peut vraiment même te rajouter Robbie Lawler, Tony Ferguson. ouais, voilà, donc voilà, c'est Un beau c'est petit du très CV. très très solide. Un beau petit CV. Ouais, c'est un sacré CV, et moi c'est le genre de combattant que j'apprécie en fait. C'est-à-dire que il va prendre les challenges là où ils sont, il va pas chercher. Et en plus, il a affronté les mecs à leur prime, hein. C'est-à-dire qu'il a affronté le Covington qui était sur sa lancée pour la ceinture, juste avant son combat pour la ceinture. Il a affronté Usman champion. Il a affronté Leon Edwards juste avant son combat contre Usman. Donc en fait, il a pris tous les mecs les plus durs à leur apogée. Donc et voilà, donc ça c'est très respectable, et c'est quelque chose que je veux faire. Parce que je sais qu'il s'en sentait les capacités. D'ailleurs, il a fait des bons combats avec eux, il s'est fait très très rarement finir. Et voilà, hein, ça c'est une carrière qui est exemplaire à mes yeux. Et puis même en revenant, je refais toute la liste pour rafraîchir mes mémoires, mais t'as du Donald Cerrone 2 fois, Ned Diaz, Benson Anderson, il avait des combats prévus contre Makhachev et Fiziev qui ont été annulés. C'est vrai qu'il a pris tout le monde, et ce parallèle il est intéressant, Benoît, parce que tu lui ressembles. La définition que tu donnais de Raphaël, c'est une définition que j'aurais pu donner de toi, le vrai combattant aussi, cette âme de guerrier. On sait que t'abandonneras pas dans la cage, on sait que tu relèves tous les défis, et c'est aussi ce qui nous plaît chez Benoît, hein, Julien. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'en parle, c'est parce que moi à l'étranger, quand on me parlait de toi, quand tu n'étais pas encore complètement exposé, on me demandait à qui je pourrais te comparer, et je te comparais souvent à Raphaël. En me disant voilà, si vous voulez un exemple, c'est ça gentil. pourrait ressembler à Raphaël. Ouais, c'est gentil. Bah oui, c'est une carrière qui est assez exemplaire. Donc si on pouvait avoir ce type de carrière, j'en serais pleinement satisfait, hein. J'en serais pleinement satisfait. Et c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, parce qu'en plus il avait touché une ceinture, monsieur Dos Anjos à l'UFC. On sait tout ce qu'on espère pour toi, Benoît. Merci beaucoup, Benoît Saint-Denis, de ton temps, de ta disponibilité. Plein de force pour le 2 septembre, ce combat contre Thiago Moïse qui va
j'allais dire qui peut, non, qui va t'ouvrir les portes du top 15. Force à toi, on est derrière toi. Merci Julien Casier de ta présence. Merci à vous. Comme d'habitude, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires, ça fait avancer tout ça. N'hésitez pas à aller sur toutes nos plateformes, chaîne YouTube, réseaux sociaux, site internet. On vous propose plein de contenu avant l'UFC Paris. Là, je pense qu'on va vous gaver un peu. Il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire et de quoi s'amuser et se préparer et se chauffer pour cette grande soirée du 2 septembre à l'Accor Arena. Merci une nouvelle fois Benoît, merci Julien et à très vite Alex, pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.